Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. J'avais pas encore l'habitude de faire ce genre d'émission, mais aujourd'hui, je suis avec un vieux. Voilà, ça arrive. Pas si vieux que ça quand même. Je crois que vous avez environ la quarantaine, non, un truc comme ça? 37 ans. 37, pas encore la quarantaine donc. Je suis donc avec Laurent Oberton pour faire un petit entretien. Alors j'ai une petite introduction que j'avais préparée. Donc vous êtes quelqu'un de particulier, Laurent Oberton. Déjà parce que beaucoup de gens vous décrivent comme un auteur sulfureux qui oscille entre romans dystopiques et essais politiquement très incorrects, entre l'exposition de l'ultraviolence, des méfaits de l'immigration et de la propagande de gauche par le biais de ce que vous appelez Big Brother en reprenant donc l'expression orwellienne. Mais ça, c'est une description que peut faire absolument n'importe quel intervieweur. La différence avec moi, c'est que j'ai 21 ans et à 18 ans, je me suis politisé et j'ai pris l'habitude de lire, à partir d'une de vos productions, La France interdite, un document de plus de 500 pages qui décrit de manière absolument chirurgicale tous les problèmes dont on hérite à cause de l'immigration. On connaît donc l'expression prendre la pilule rouge, c'est-à-dire faire le choix d'accepter le réel, de se poser les questions qui fâchent, plutôt que de se couvrir les yeux et ignorer ce qui dérange. Eh bien, ma pilule rouge à moi, ça a été vous. Donc j'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez fait, parce que maintenant, du coup, je travaille ici, et je raconte des choses qui me vaudront d'être à jamais interdit du service public. Et en effet, si j'étais pas tombé sur ce livre, je serais probablement pas ici. Je serais peut-être un parfait petit macroniste ou en attente du candidat qui sortira vainqueur du Congrès des Républicains le 4 décembre. Cet entretien est donc très spécial pour moi, pas seulement parce que vous êtes, selon moi, une référence à un auteur de qualité, mais parce que une partie de moi a été fabriquée directement par vous. Donc bonjour Laurent Burton. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir. Première question, comment allez-vous? Très bien, très bien. Et ouais, je suis assez flatté par cette intro. Je sais pas si je vais vous faire gagner, mais au moins vous allez moins vous ennuyer qu'au Congrès des Républicains, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc, alors, on a une petite urgence en termes d'échéance avec la Furia. On va donc parler de ça en premier lieu, et puis ensuite, je vous poserai peut-être quelques questions un peu plus personnelles. Donc, j'en profite pour faire une petite promo aussi pour l'Instagram de l'Institut des Libertés qui est sorti là il y a pas longtemps. Donc, allez vous abonner. Donc, à l'heure où on parle, vous avez besoin d'environ 2300 abonnements avant le 30 novembre. Pour atteindre les 15 000 abonnements et lancer votre revue trimestrielle dans les kiosques. C'est ça. Alors donc ma première question, pour savoir un petit peu de quoi on parle et pour inciter un maximum de gens à aller s'abonner à la Furia, c'est qu'est-ce que la Furia? Alors l'idée est de lancer on appelle ça un MOOC, terme technique, c'est à mi-chemin entre la revue et le livre. Ce sera présent dans les kiosques et dans les librairies, donc c'est assez particulier, un format de 144 pages, donc assez épais, assez volumineux, très illustré, texte et illustration, roman photo, etc. Donc trimestriel. Le 20 janvier 2022, le premier numéro paraîtra si nous atteignons nos 15 000 abonnés. En fait, on s'est lancé une sorte de défi, on l'a lancé à nos lecteurs en disant si vous voulez qu'on lance ce projet, il faut nous soutenir, il faut qu'on ait les moyens de le faire correctement. Donc, on a fait nos petits calculs. Si sur le mois de novembre, on a ces 15 000 abonnés, on peut le faire. Donc, on a proposé ça aux lecteurs et on a récolté déjà plus de 12 700 abonnements assez rapidement. Je pense que ça va le faire, je suis pas trop inquiet parce que les lecteurs ont vraiment répondu favorablement. Il y a une attente qui est assez énorme, justement d'avoir enfin un contenu satirique, incorrect, insolent, du côté obscur de la force, c'est-à-dire pas de gauche, pas justement le truc habituel subventionné, machin, l'humour qui tourne en rond depuis des siècles et qui est poussiéreux et qui... Je vois pas comment ça peut faire encore rire de nos jours, à part peut-être par ironie, par second degré, par moquerie. Donc là, le but est vraiment de bousculer l'ordre établi, de montrer qu'on peut rire justement, que l'insolence doit être contre le pouvoir, doit être justement l'esprit gaulois, c'est ça, c'est de s'opposer à la machine en place, au dogme, à Big Brother, et à renverser un petit peu la table. Et on sait qu'il y a une attente très forte chez nos lecteurs, qui sont, comme vous l'avez été, qui ont pris la pilule rouge, qui voient des choses et qui ont du mal à mettre parfois des mots, qui ont du mal à ne serait-ce qu'à supporter leur domestication au quotidien, puisqu'ils s'interdisent souvent de dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur de l'ostracisme, d'être jugés, désignés en repas de famille, à la machine à café, jusqu'au moment de mettre un bulletin de vote dans l'urne.
Donc ils ont besoin déjà de voir qu'ils ne sont pas seuls, et ils ont aussi besoin d'éléments, de réflexion, de pistes alternatives. Donc c'est un peu ce qu'on veut leur proposer, et c'est très bien parti. Je pense qu'on va y arriver, et que donc la Furia va être une réalité. Très bien. Parce qu'au moment où cet entretien va sortir, ça va être peut-être aux alentours du 27-28, donc il restera 2-3 jours. Donc j'espère que ce sera déjà atteint, mais si c'est pas le cas, allez booster le truc pour atteindre les 15 000. C'est le moment ou jamais. Et n'hésitez pas, vous avez le code promo Oberton, petite pub personnelle, qui vous permet d'obtenir une réduction et de me soutenir directement. Donc voilà, mais le principal est d'avoir ça doit être 5 € l'abonnement, quelque chose comme ça. Et surtout, le principal est évidemment de nous permettre de lancer cet espace d'expression le but est d'aller chez l'habitant pour concurrencer justement la machine Big Brother, la matrice, parce que on voit les chiffres, on a 5 millions de Français qui regardent chaque jour pas 5 millions, on a des millions de Français, je crois que c'est 40 millions de personnes qui regardent la télévision plus de 5 heures par jour, tous les jours. La radio, ça doit être 3 heures, vous avez le matraquage permanent de Big Brother, de ces médias subventionnés, alignés. Et là, on essaie de créer un espace, un contre-espace, une légitime défense en quelque sorte. La redevance, vous êtes obligé de la payer. Nous, on ne vous force pas à payer. C'est pour le coup réellement librement consenti. Mais il faut se donner les moyens à un moment de riposter, de se défendre. C'est en quelque sorte la création d'une espèce de contre-système médiatique. Exactement. Alors c'est ce que je dis toujours. C'est pas que la Furia. Hein. Par exemple, l'Institut des Libertés, c'est exactement ça. Il faut soutenir les médias comme ça parce que si on veut un contenu de qualité, à un moment donné, il faut des moyens de le faire. Et donc on le dit à nos lecteurs, la situation est critique, on nous demande tout le temps que faire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, comment agir. Et bien déjà de soutenir les petits copains qui vous proposent de monter au front en quelque sorte à leur place et d'aller éveiller, travailler au corps les esprits sceptiques, les esprits qui doutent, parce que souvent on constate malheureusement que au sens large, les individus dissidents en quelque sorte ne voit pas en fait, ne voit pas où aller, ne voit pas dans quel sens travailler, se cherche en quelque sorte et ont peur eux d'agir, de s'investir publiquement. Donc voilà, alors une solution clé en main toute trouvée. Que faire ? Vous pouvez déjà nous soutenir dans un premier temps. Et si, plutôt que d'attendre un miracle sorti des urnes du suffrage universel ou un homme providentiel ou je sais pas quoi, il faut d'abord penser à préparer, à retourner les esprits. C'est vraiment fondamental, on peut rien gagner politiquement à long terme si on ne s'adresse pas au milieu culturel, à la jeunesse, à toutes les franges de la population en leur proposant quelque chose. Alors quand est-ce que vous avez décidé de faire ce projet ? Alors ça a été assez récent, c'est-à-dire qu'on a quitté les éditions Ring, Laura Magnier, Papacito, Marceau et moi-même, et on avait tous un petit peu l'idée déjà de nous renouveler, de changer un petit peu de format, et d'être peut-être plus présent, plus réactif. Donc un format trimestriel était pas mal, ça nous permet aussi de ramener nos publics les uns vers les autres, c'est-à-dire par exemple ceux qui vont entrer par le dessin de Marceau pourront découvrir mes textes, inversement, ceux qui vont y aller pour me suivre, ils vont trouver les dessins de Marceau, etc. Ça permet donc d'agréger ces communautés et ça permet aussi de faire un relais vers nos autres productions puisque mes livres continueront à être publiés, les dessins de Marceau aussi, il va ressortir une bande dessinée par exemple en avril, moi je vais sortir un livre en mars et on sera toujours présent dans les librairies. Mais on a un format encore peut-être plus vivant, encore plus branché en quelque sorte à la mode. Et l'air du temps nous semble très favorable à ce genre de travail en fait. C'est qu'on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Il y a le phénomène Zemmour. Aujourd'hui, nos idées en quelque sorte sont mainstream. Malheureusement, elles ne le sont pas du tout dans la représentation médiatique. Donc c'est ça qu'on doit faire sauter en fait, ce dernier verrou. Très bien. Et alors, vous avez plusieurs autres contributeurs. Donc les trois principaux, c'est donc vous, Marceau et Papacito sous la direction de Laura Magnier. Il y a aussi Julien Rochdy, Stéphane Edouard, Pénaud. Est-ce que vous pouvez nous donner en exclusivité un autre contributeur qui n'a pas encore été révélé ? Alors Stéphane Ledine, je crois qu'il a déjà été révélé. C'est pas Stéphane, mince. Alors là, j'ai un trou de mémoire sur le prénom.
Bref, moi je peux pas donner de nom encore parce que ils doivent s'annoncer en fait chacun leur tour. Je leur laisse la responsabilité de l'annonce, la primeur de l'événement. Mais il y en aura d'autres et il y aura le premier numéro et dès le second numéro, je pense que ça va aussi intéresser de nouveaux visages. On se donne aussi pour mission de lancer des gens qui sont pas encore connus et justement de leur donner une tribune pour le faire, pour le devenir. Et c'est le but aussi, c'est de créer un petit peu d'émulation. Et j'espère que la Furia entraînera aussi carrément la création d'autres médias du même genre. Très bien. Alors, j'avais d'autres questions un petit peu plus centrées sur vous. Donc, on avait déjà un petit peu évoqué le sujet, donc on va rester là-dessus. Vous avez parlé du fait que nos idées étaient un petit peu maintenant mainstream, mais que médiatiquement, c'était pas encore suivi. Est-ce qu'il y a quand même eu, selon vous, une évolution médiatique? J'ai l'impression quand même depuis 2-3 ans, là, c'est plus pareil, le niveau de représentation a changé. En fait, ce qu'on est en train de dire, il y a quelques années, ça n'existait pas. Nos livres étaient totalement inconnu du grand public, on n'avait pas du tout de représentation médiatique. Maintenant, il y a certains médias qui sentent bien qu'il y a une demande qui est considérable et que pour des simples raisons économiques, c'est complètement absurde de lui tourner le dos et de continuer à jouer le jeu de l'autruche. Ça marchait quand tous les médias le faisaient en même temps, mais maintenant qu'il y a des portes qui s'ouvrent, les autres vont être obligés de s'adapter. Si LCI, BFM voient les audiences de CNews, voient l'évolution des contenus, ils sont obligés de s'aligner à un moment, de concéder un petit peu. Donc cet effet d'entraînement, cet effet bande sardine, comme je l'appelle souvent, est exactement le même dans l'opinion. Quand on voit qu'on peut dire des choses, qu'on voit qu'il y a un effet d'entraînement, on est tenté de suivre. Et l'opinion, c'est vraiment une chose qui n'est pas du tout fixée définitivement. C'est quelque chose de très évolutif, de très volatile. Et donc, on voit qu'il y a cet effet d'entraînement. Donc, évidemment, on veut y contribuer et on veut être un marqueur. On veut désacraliser les fameux tabous de la gauche qui tiennent un petit peu ce pays parce que le chantage à l'extrême droite, le chantage au racisme, tout ça, de notre point de vue, verrouille complètement justement les pensées, le débat public, la démocratie, puisqu'on n'est pas libre de voter, on n'est pas libre de s'exprimer, on n'est pas libre de parler de certains sujets, et évidemment on veut que ça change, on veut pouvoir tout mettre sur la table, et que si une démocratie devait exister, la moindre des choses c'est qu'elle soit informée, et qu'il n'y ait pas derrière de chantage, de menaces, que le peuple soit libre d'exercer son jugement souverain, en tout cas d'avoir à peu près son opinion à lui. Mais alors, est-ce que du coup, ça relativise pas un petit peu ce que vous aviez l'habitude de dire sur Big Brother, c'est-à-dire ce gros ensemble technocratique, médiatique, qui va toujours dans le même sens, qui occulte les faits, qui balance de la propagande gauchiste à balle. Est-ce que là, du coup, ça change pas un petit peu votre perception de ce milieu? Big Brother, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas il n'y a pas une tête pensante, il n'y a pas un truc derrière, un organisme qui décide d'une ligne de conduite. C'est que c'est un effet de machine. L'homme a créé la machine et le mal tourne tout seul en fait. Et il va là où ça paye. Il y a un effet d'entraînement qui l'emmenait vers le progressisme, le gauchisme, et d'ailleurs qui continue toujours, puisque ces individus qui profitent, qui sont à fond dans ce système, font une course complètement délirante à la morale progressiste, qui ne s'arrête pas, qui ne peut pas s'arrêter, puisqu'ils sont en compétition entre eux-mêmes. Mais il y a aussi de plus en plus d'individus dans les milieux, même les milieux, les grands médias classiques, qui sont très sceptiques, qui sentent bien qu'il se passe quelque chose et qu'à un moment il va falloir s'aligner. Et dans leur tête, ils ont déjà franchi le cap, puisque de plus en plus me disent, en off évidemment, sur un ton de conspirateur, j'adore ce que tu fais, c'est génial, je peux pas en parler pour l'instant, tu comprends, mais on est d'accord avec toi. Et je sais ces gens sont de plus en plus nombreux, peut-être même ils sont déjà majoritaires, mais ils attendent tout simplement en fait de pouvoir sortir la tête de la carapace. Alors, je sais pas quand on peut arriver à un point de bascule, mais on sent qu'il est possible. Il est possible de plus en plus. Il y a une méfiance vis-à-vis de ces grands médias, de la presse et tout ça, de la presse subventionnée. Il y a une incompréhension. On dit pourquoi est-on obligé de payer pour l'Humanité, pour Libération, de la presse qu'on ne lit pas, qui nous insulte, pour France Inter. France Inter, pour service public, France de 2, manière générale. Déjà, France. le fait de payer publiquement des médias, de donner des privilèges à des individus comme ça, n'est complètement aberrant, n'a aucun sens, n'est hors de toute justification possible. Donc, quand on commence déjà à faire ce cheminement intellectuel, c'est assez mauvais signe, justement, pour ces individus installés. On sent que là, il y a un truc qui risque de leur échapper.
et donc ils vont être un petit peu agressifs pour se défendre de ça, mais ils savent très bien que le monde est en train de changer en fait, déjà. Mais là, j'ai justement l'impression qu'il y a eu, depuis septembre-octobre, une mise en avant de la méfiance envers justement les médias du service public par les médias plus privés, qui sont assez mainstream, et j'avais pas vu ça, en tout cas je me souvenais pas d'avoir vu ça, et j'ai l'impression que le service public est en train de réagir en faisant une fuite en avant vers la gauche. Ils se gauchisent encore plus, ils vont encore plus dans leur délire à fond, comme si c'était un peu un barreau d'honneur avant de mourir définitivement. C'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide en fait, c'est-à-dire que quand on a une armée qui est en position dominante et qui sent une concurrence émerger, elle va forcément imaginer le conflit, se préparer au conflit et se durcir, et souvent ça finit en conflit, et les résultats peuvent être assez dramatiques, mais là c'est un peu ça, on sent qu'il y a une forme de panique, et on sent en effet que cordon sanitaire et tout ça est celui qui va dire attendez, on peut aussi faire de la nuance. Non, non, c'est pas possible. On ne parle pas avec ces gens-là, le dialogue n'est pas possible, et ils préfèrent se couper comme ça des réalités, puisque quand on voit les sondages d'opinion, par exemple le grand remplacement, fameuse théorie complotiste d'extrême droite pour le journal Le Monde, mais jusqu'au public de Mélenchon, on est quand même très nombreux, enfin c'est pas du tout négligeable, les personnes qui vont y adhérer, et y adhérer avec toute la publicité négative qui va avec. Ouais. C'est-à-dire c'est complotiste, c'est affreux, tout ça. Alors si la question était posée de manière à peine plus nuancée, pensez-vous qu'il y a une immigration qui change le visage du pays au fil des années? Je pense que le taux de réponse oui serait phénoménal. Et plus on se coupe comme ça de réalités flagrantes, évidentes. Sur la sécurité, c'est exactement la même chose. On a eu le même problème. Moi, j'allais sur le plateau de France 2 avec mes chiffres. Il y a tant de viols par jour, etc. Oui, mais vous êtes un fasciste, odieux. De faire ça, c'est complètement fou et contre-productif parce que vous tuez toute forme de crédibilité. Et ça crée un tel décalage, en fait, une telle agression de la réalité, de la perception du citoyen moyen qu'on peut pas tenir longtemps comme ça en fait. On a le moyen de conditionnement qui tient la foule, mais en vrai tout ça est artificiel et va éclater. Alors justement, vous venez d'évoquer ce moment-là quand vous étiez sur le plateau de Laurent Ruquier en 2013 à l'occasion de la sortie de France Orange Mécanique. Est-ce que quand vous sortez ce bouquin en 2013, vous savez un peu dans quelle aventure vous vous lancez quand même? Non, honnêtement pas du tout. Je pense que le livre, c'est pour ma petite fierté personnelle, j'aurai un livre en librairie, etc. Si j'en vends 300, je suis content. Si j'en vends 3000, c'est champagne. Et la folie qui s'est emparée de ce livre m'a complètement dépassé. J'étais pas du tout prêt à ça. Les répercussions à être invité à la télé, enfin, c'était complètement impensable. J'avais jamais fait ça de ma vie et je l'imaginais pas. Et donc après, évidemment, bah ça change un petit peu, ça redéfinit votre existence. Et je me dis bon, bah puisque j'ai une tribune, je vais continuer. Et puisque j'ai déjà dit, je me suis déjà grillé socialement, autant remettre le couvert en parlant des médias, en parlant de l'immigration, en parlant de tous les sujets desquels il est convenu de ne pas parler, de remettre en cause le rôle de l'État, justement de cette manière de se créer un système culturel, un système médiatique, un système universitaire, même judiciaire, tout ça autour de lui, sans assumer la moindre de ses missions régaliennes correctement, et de toujours prendre plus à la population honnête, toujours la menacer plus, toujours la restreindre dans ses libertés. Tout ça est très intéressant. Et heureusement pour moi, je suis hors circuit, donc je peux le faire. Mais ça, c'est anormal. Et là, le but du jeu est de permettre que n'importe qui aujourd'hui puisse partager ses constats sans se sentir menacé socialement. Alors justement, sur le thème alors, France Orange Mécanique, c'est sur le thème de l'ultra-violence. Récemment, j'avais lu un autre bouquin du docteur Maurice Berger, cette fois-ci, sur la violence gratuite. Vous l'avez lu aussi? J'ai trouvé absolument remarquable. Il est très très bien et en effet, enfin ce genre de constat, il y a quelques années, le sociologue malheureux qui s'aventurait à ça se faisait réellement lyncher. Et on parle de sociologues très installés, des types qui ont déjà publié des dizaines de thèses et qui se retrouvaient devoir justifier, mais comme des enfants, la menace, le tabou, l'extrême droite, vous faites le jeu de... Et les gars s'excusaient et disparaissaient de la circulation. C'était assez terrible.
Et je pense que malheureusement, les seuls qui pouvaient dire des vérités à cette époque étaient des gens qui n'avaient soit rien à perdre, soit qui perdaient tout, qui perdaient leur carrière et tout ça, qui s'exposaient de manière totale. Aujourd'hui, heureusement, certains parviennent à le faire. C'est de plus en plus, à un moment, il faut dire les choses, donc on y va, et petit à petit, ça se fait. Mais c'est long et douloureux. Mhm. Et alors, là, c'est une question un petit peu personnelle, parce que je vous lis beaucoup, je vous écoute beaucoup, mais j'ai pas vraiment l'impression de vous connaître quand même. Donc, petite question comme ça, qu'est-ce qu'une journée normale pour vous, pour Laurent Burton? Bah déjà, je suis pas à Paris normalement, j'y viens le moins possible. La journée normale, je me lève, je mange mon œuf, bacon, avocat et je travaille toute la matinée en général. C'est surtout la matinée c'est là qu'on est le plus efficace. Et c'est très routinier. L'après-midi, pareil, je me remets au travail et tout ça. Si je peux couper un petit peu de bois un moment, c'est parfait, mais ça c'est seulement dans les bonnes périodes. Donc c'est assez routinier, évidemment. Après j'ai des rendez-vous, j'ai des discussions, j'ai des lectures et tout ça, mais je me fais un programme très spartiate, on va dire. Alors qu'est-ce que vous aimeriez faire pour la cause, mais que vous ne faites pas? Évidemment convaincre encore plus de personnes autour de moi, parce que on a toujours ce sentiment d'urgence que j'avais déjà à l'époque d'Orange Mécanique, de me dire si ils ne réagissent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ne réagissent pas en réalité. Là, il y a une réaction, mais par rapport à l'ampleur des phénomènes qui sont dénoncés, on se dit mais c'est rien. Et le livre de Berger, par exemple, qui est excellent, mais quel est l'impact d'un tel livre sur les pouvoirs publics? Néant, c'est le néant total. C'est qu'on a toujours Dupond-Moretti et Darmanin qui font des discours et des gesticulations, mais la réalité du nombre de victimes par jour, tout le monde s'en fout. Le désastre judiciaire aujourd'hui n'intéresse absolument personne. Donc c'est assez tragique en fait. On est un peu Cassandre, c'est qu'on nous apporte des faits, on les transmet. Oui, ça fait le buzz, machin, ça fait un moment. Après, tout est tellement comme ça, l'actualité est tellement une affaire d'événements qui sont montés en épingle que la mémoire, on n'est pas fait pour recevoir autant d'informations et on oublie les faits divers déjà d'il y a une semaine, il y a 2 semaines, on se souvient plus des noms, de ce qui se passe. Et c'est un moyen aussi d'effacer le présent en fait, de saturer d'informations. Ça nous fait à peu près, on passe à côté de tout. Mais alors, est-ce que c'est pas un petit peu fatigant quelque part d'ouvrir les yeux sur tout ça? Est-ce que parfois vous regrettez pas une petite carrière tranquille dans le sérail médiatique? Non, ce milieu-là, vraiment, moi, c'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces. Mais ouais, parfois de se dire, à la limite, je vais égoïstement lire mes bouquins dans mon coin et s'ils n'ont pas compris, tant pis, comme disait l'autre. Mais je sais pas, il y a quelque chose de plus viscéral de se dire c'est pas possible si tout le monde fait ça, où est la responsabilité individuelle, où est l'exemple que j'essaie de donner aussi en disant attendez, je fais pas grand-chose, j'écris des livres, je suis pas dans les tranchées en 14 en train de bouffer du rat, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de vraiment qui me semble pas du tout. Quand on me dit vous avez du courage, je me dis mais enfin pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas courageux d'écrire des livres. Mais si chacun fait un minimum, c'est ce que je dis toujours dans mes conférences, quand on me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, je dis mais que faites-vous concrètement? Est-ce que vous pensez que vous êtes à fond par rapport à l'urgence de la situation? Et évidemment, tout le monde va dire bah non, évidemment je pourrais faire plus, donc faites-le. Et j'essaie de me dire la même chose, en disant quand on sera mort, ce sera foutu, pour l'instant on n'est pas mort. Ouais. Et alors, je crois que vous voulez pas trop vous définir politiquement. Mais on le fait à ma place en général. Ouais, c'est ça. Mais on peut quand même procéder par élimination au moins. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes plus communiste ou plus libéral, ce genre de choses? Comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Là, il n'y a pas de débat. Après, c'est le problème de ces termes. Souvent, alors communisme, ça semble assez clair pour tout le monde. Mais alors libéral, j'ai constaté que énormément de nos compatriotes, en France, oui, surtout, employaient ce terme n'importe comment pour dire n'importe quoi, et souvent l'inverse de ce qu'ils pensaient. Et c'est
comme c'est très difficile d'expliquer la réalité de la pensée libérale, originale et tout ça, sans passer pour, je sais pas, un fanatique de Jacques Attali. J'essaie d'éviter ce genre de termes génériques. En fait, c'est simplement ça. C'est que ça cloisonne immédiatement dans un univers fantasmé dans lequel je ne me reconnais pas, évidemment. Ouais, je suis très d'accord. Bah, en tout cas, ici, on est dans une bonne petite maison libérale, Tout à fait. dans la bien ligne sûr. de Bastia, etc. Donc là, ça va, on est en sécurité. Alors, il y a un thème sur lequel, alors moi, c'est pas un de mes thèmes de prédilection, mais c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans le milieu. C'est l'Union européenne. Alors, voilà, je vous lance une question comme ça. Quel est votre avis général sur l'Union européenne? C'est une sorte de super-État qui est à peu près aussi détestable que l'État normal, mais avec la prétention en plus de régir plusieurs nations à la fois. Et si c'était une sorte de coalition entre nations pour protéger une sorte de territoire en disant, voilà, on a des barrières physiques, machin, et on s'arrange et on se donne un coup de main pour la sécurisation du territoire, bon, pourquoi pas à la limite. Sauf que là, c'est un petit peu l'inverse. C'est un instrument de désarmement des territoires, de lois suprêmes qui outrepassent les lois, les souverainetés, et qui imposent donc toujours aux individus des transferts de fonds qui sont complètement injustifiés, que personne ne maîtrise. Et le but du jeu est toujours aussi de faire vivre une oligarchie qui n'a pas la moindre légitimité non plus. Donc, enfin, moi, j'en pense à peu près que du mal. C'est un petit peu comme l'État français actuel, en fin de compte. On retrouve vraiment la même problématique, sauf qu'elle est portée à un échelon qui paraît encore plus hors d'atteinte. C'est un peu comme l'idée d'État mondial. On voit qu'on va vers le pire, mais comme c'est lointain, le citoyen se dit, bon, bah, de toute façon, oui, à Bruxelles, enfin, ou là-bas, on ne sait pas, on s'en fout. Et on ne voit pas le danger, on voit moins la menace, on le perçoit moins. Mais elle est très réelle et les dégâts que fait l'Union européenne, enfin, ou la Banque centrale, ou tous ces organismes-là sont énormes. Alors, pour faire le lien avec la question précédente, est-ce que vous vous définissez un peu comme souverainiste? Alors, souverainisme, ça c'est pareil, c'est vraiment une question très délicate. Moi, je parle souvent de la souveraineté individuelle. Justement, c'était une expression de Bastia, je sais plus qui avait défini ça, mais le droit de veto en quelque sorte sur sa personne, sur pourquoi nos impôts techniquement librement consentis sont si monstrueux et ne correspondent à ce point à rien que je voudrais, que je souhaite. C'est vraiment des très bonnes questions. Et il faut revenir à cette notion-là. Parce que après la souveraineté, évidemment, si on parle de souveraineté démocratique, c'est-à-dire qu'en gros, lui ont le droit de faire ce qu'ils veulent de moi, ça me va pas du tout non plus en fait. Donc pour moi, la liberté individuelle est vraiment un concept central. Donc après, je sais pas comment on qualifiera ça, mais quand on parlait des classements politiques tout à l'heure, quoi qu'il en soit, nous serons perçus par l'adversaire, par le système en place, comme l'extrême droite. Maintenant, c'est le minimum vital. Hein. L'extrême droite, c'est que déjà, vous échouez un peu. C'est ultra droite, ça commence là, ultra droite, et peut-être après giga droite, tétra droite. Mais quand on demande, ce qui est très intéressant, c'est quand un journaliste, je sais pas, de l'Obs, vous dit, vous quand même marqué à l'extrême droite, et vous dites, définissez-moi l'extrême droite. Et là, il y a un problème énorme, c'est qu'ils n'avaient pas prévu ce genre de truc, et pour eux, c'est le mal. Donc, il n'y a pas besoin des cornes, c'est affreux, vous brûlez des... Mais non, définissez concrètement qu'est-ce qui vous fait dire que... alors, ils vont arriver souvent sur les questions d'immigration. Vous pensez que l'immigration, vous êtes sceptique vis-à-vis de l'immigration. Bon, pourquoi politiquement je sais pas, démontrez-moi que cette question me place à la droite d'Alain Juppé, de ces gens-là, enfin... Quelle est la raison matérielle pour dire ça? Parce qu'à l'extrême droite libérale encore à la rigueur, mais la plupart du temps, ceux qu'on qualifie d'extrême droite sont pas du tout libéraux, sont même anti-libéraux au possible, sont très étatistes, comme à peu près tout le spectre politique français. Et donc du coup, je comprends pas. J'aimerais bien une définition claire, mais pour l'instant, elle n'existe pas. Donc moi, je me qualifie souvent d'auteur dystopique pour dire simplement, en gros, contre utopique, vous êtes des utopistes. Vous défendez le progressisme est une utopie. Comme toutes les utopies, elle va faire énormément de morts, elle va sacrifier elle va faire couler beaucoup de sang au nom d'un idéal qui n'aura jamais lieu, le vivre ensemble. Et tant qu'on ne voit pas ça, tant qu'on ne combat pas ça, qu'on ne montre pas à quel point ce truc est fou et nous emmène dans le mur, est totalitaire par essence, et nous imposera les pires restrictions et les pires dérives,
eh bien, on n'y arrivera pas. Donc moi, je me définis comme ça. J'ai pas d'utopie à proposer, je suis contre-utopique. Très bien. Alors, quelque chose qui revient beaucoup dans tous vos ouvrages, c'est cette notion de souveraineté individuelle, le fait de pas attendre quoi que ce soit d'une élection, etc. D'avoir son indépendance, de pas attendre que tout nous tombe dessus, que la solution vienne d'ailleurs. La solution vient bien souvent de soi pour soi. Et donc, il faut absolument jamais rien attendre d'une élection. Mais enfin, je vous ai quand même vu dire plutôt du bien de Zemmour, qui devrait se positionner en tant que candidat officiellement très bientôt. Est-ce que Zemmour rebat quand même un petit peu les cartes en termes d'attente politicienne? Bah, il a un tas de qualités, notamment dans la manière de désinhiber justement le citoyen. C'est un petit peu une furia à lui tout seul, Zemmour. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mes lecteurs qui vont me dire, moi, vous savez, je le suivais bien avant vous. C'est lui qui m'a fait réfléchir et il m'a montré. Enfin voilà, il a ouvert des brèches. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ce qu'il fait génial. Là, il bénéficie d'une tribune énorme avec ses élections. Donc, très bien. C'est excellent. Par contre, je dis à ses partisans ou à d'autres, si vous placez tout votre investissement émotionnel dans une campagne présidentielle, vous allez tomber de très haut et vous serez extrêmement déçus puisque le conditionnement de Big Brother est très puissant et que même si, je sais pas, si les boomers devenaient fous et le portaient au pouvoir, rien n'empêche dans 5 ans une autre équipe de le remplacer, de faire exactement l'inverse de ce qu'il a fait, peut-être même 10 fois pire. Donc, ça reste confier sa vie à une loterie. Et ça fait depuis les années 90 qu'on entend ça, c'est la dernière chance, ces élections, c'est maintenant ou jamais, si on gagne pas, c'est foutu. Et ça dure depuis comme ça. Donc si à chaque fois on se mobilise uniquement une fois tous les 5 ans pour s'enflammer derrière Zemmour ou Barnier ou je sais pas, les types enthousiasmants des LR, ça suffira pas en fait. Il faut travailler sur les esprits. C'est le seul moyen politique à long terme d'arriver à quelque chose. C'est pour ça que moi je m'adresse vraiment aux lecteurs, que mon livre La France Big Brother, c'est exactement pareil. C'était pas de dire justement, une fois qu'on a désigné les méchants, les types qui sont aux manettes de l'État, aux manettes des grands médias, aux manettes des universités, on sait très bien tout ça. Ils profitent du système, à la limite, c'est comme ça. Le parasitisme est un droit de l'homme. Et une fois qu'on les a dénoncés, que nous reste-t-il pour agir? Ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est proposer quelque chose d'autre, un modèle alternatif, et je pense que c'est pertinent de le baser sur l'individu, pas sur l'attente en un sauveur, en un messie, en un machin, tout ce qu'on veut. Ça, c'est toujours une manière de diluer sa responsabilité, de fuir ses responsabilités, le combat, quoi. Alors cet entretien touche bientôt à sa fin, j'ai encore 2 petites questions. La première c'est, selon vous, lequel de vos livres est le plus important? Alors justement, je pense que La France Big Brother, à titre personnel, a été... pour moi, c'est celui dans lequel j'ai placé le plus de mes obsessions, notamment la domestication du français moyen, le conditionnement médiatique, la manière qu'on a de mener la foule, le troupeau démocratique là où on veut, en lui laissant l'illusion que c'est un choix conscient, contrôlé de sa part. Et ça, pour moi, c'est vraiment crucial. Et d'insister sur la responsabilité du fameux citoyen, le fameux que faire et pourquoi vous faites rien. La réponse, elle est là. Si vous attendez, si vous êtes dans l'inertie, si vous pensez que vous avez trop à perdre, c'est que la situation n'est pas si mauvaise et que vous racontez des histoires. Vous jouez la colère, votre colère n'est pas réelle, vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, donc si vous cassez pas la barrière, c'est que le prêt, il est pas si mal. Donc pour moi, c'était donc mon livre fondateur par rapport à ma pensée en général, à ma réflexion, je pense que c'est celui qui est le plus représentatif. Il y a Éloge de la Force qui enchaîne, qui donne des conseils plus précis justement dans la lignée de Big Brother. Peut-être il y en aura d'autres après, notamment en mars 2022, un livre prévu sur les solutions concrètes hors du champ politique, c'est-à-dire une sorte de guide anti-politique de ce qu'on pourrait faire justement sans s'humilier une fois de plus avec le système électoral. Très bien. Et alors ma toute dernière question, je ne sais pas si vous voyez vraiment qui sont les nouvelles petites têtes de la droite qui ont environ mon âge, qui sont de ma génération, mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste quand vous voyez quand même cette jeune génération qui, je trouve,
domine au moins toute la droite en termes générationnels. Je connais pas de grands porte-parole du centre droit, du jupéisme, tout ça. On est vraiment très dominant avec toutes les personnes que j'ai pu inviter dans ce studio. C'est vrai qu'il y a il y a une qualité, il y a une attractivité dans ce camp-là qui est très particulière. Et je ne sais pas si la personnalité de Zemmour, je pense, y est pour quelque chose, parce que justement, il y a ce renouvellement de l'insolence, de l'esprit et de la force. Éloge de la force, là, pour le coup, c'est clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un qui va chercher à être docilement considéré par les grands médias. Il va pas du tout chercher l'adoubement des grands médias. Il va être frontalement leur dire « j'ai pas peur de vous et je vous emmerde ». Et c'est la clé de tout, parce que c'est la diabolisation, c'est le chantage toujours au dérapage et tout ça qui nous tient complètement. Si on se soumet à ça, on n'a aucune chance. Si on dit « vous n'existez pas et je vous emmerde », automatiquement, la condamnation qui est purement morale s'éteint et tombe sur place. Et on se rend compte qu'il n'y avait rien. Ça a toujours été une image de synthèse, Big Brother. Ça n'a pas existé. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Et évidemment, c'est bien plus attractif, je pense, pour un jeune aujourd'hui qui grandit là-dedans et qui se rend bien compte que ça va pas, qui a envie de reprendre en main son destin. Il n'y a rien de plus attractif que ça. Tous les autres camps proposent une logique de soumission et de poussiéreuse et extrêmement chiante. C'est aussi pour ça qu'on lance la Furia, c'est justement pour renforcer cette attractivité et donner à l'esprit gaulois des bastions comme ça, voilà, pour charger l'ennemi. Bah oui, moi à titre personnel, ce que je ressens, c'est que justement la tentative de conditionnement a été tellement forte dès le début, dès mon jeune âge, que directement il y a eu une rupture et j'ai dit non, je veux pas. Là où quand je vois sur la génération de mes grands-parents ou de mes parents, ça s'est fait de manière un petit peu plus soft, on les a entraînés dans quelque chose de plus gentil au début. Ce qui était défini aussi comme l'extrême droite était plus dur, plus provocateur, avec la personnalité de Jean-Marie Le Pen, donc c'était plus facile à diaboliser aussi. Là aujourd'hui c'est un peu plus dur et vraiment là ce que je vois c'est que les moins de 27-28 ans sont vraiment en rupture totale avec ce politiquement correct là aussi parce qu'on regarde beaucoup moins la télévision donc on est plus sur nos propres sources d'information. Il y a une décentralisation un peu du conditionnement à ce niveau-là aussi. Ah mais c'est pour ça que c'est vraiment capital de pas manquer le rendez-vous parce que en face on a quand même des combini, des loopsiders, des trucs qui parlent beaucoup à la jeunesse massivement. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mince, on a raté la guerre, on va pas être présent auprès de cette jeunesse, mais en réalité, elle trouve son chemin, elle trouve le moyen de contourner tout ça, et donc c'est très bien, il faut évidemment pas rater ça, et proposer sur toutes ces plateformes des formats justement attractifs, parce que ça aussi, c'était un des défauts de la droite à papa, c'était des trucs quand même très chiants, des trucs très poussiéreux, universitaires, machin, alors c'est intéressant, mais qui ça intéresse? C'est ça le problème, c'est qu'on va parler vraiment à de rares individus. Là, on veut justement cibler une jeunesse active qui va, elle, le répercuter autour d'elle et créer un mouvement d'entraînement à l'échelle du pays. Ouais, c'est un peu le leitmotiv de toutes mes émissions. Je parle, j'aime bien le terme de soft power médiatique, c'est-à-dire qu'au sein même du pouvoir médiatique qui est déjà un soft power, il y a le côté un peu intello chiant qui est très intéressant pour les gens qui sont déjà assez pointus, mais c'est pas du tout ça qui va convertir les masses et qui va intéresser surtout les jeunes générations qui sont vraiment la clé pour détenir l'avenir, quoi. Et après, il y a l'aspect culturel, c'est-à-dire la production culturelle en elle-même, le dessin, la création audiovisuelle. Évidemment, tous ces secteurs doivent être réinvestis et à partir du moment où on a une alternative là-dedans, on a déjà un peu gagné. Parce qu'on va vraiment avoir les moyens d'amener à nous toute cette jeunesse en montrant que l'insolence réelle, elle est de notre côté, l'esprit aussi, enfin tout est de notre côté finalement, et le réel aussi. Bon, bah écoutez, on a terminé avec cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Donc n'oubliez pas, évidemment, de prendre votre abonnement à la Furia, hein, c'est très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner à l'Instagram de l'Institut des Libertés, de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, même de partager la vidéo ou des extraits de la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.